On apprend tous à l'école cette fameuse vitesse de la lumière, hein, presque 300 000 km par seconde. On nous dit que c'est une limite, un truc qu'on ne peut pas dépasser. Mais est-ce que c'est vraiment juste un mur invisible? Ou est-ce que ça cache quelque chose de plus profond sur l'univers lui-même? Aujourd'hui, on va explorer ça en détail. On s'appuie sur une analyse vidéo super intéressante de Christophe Pauly qui revisite cette question. L'idée, c'est de comprendre ce qu'est vraiment cette vitesse, pourquoi elle est si cruciale, et pas seulement pour imaginer des voyages spatiaux super rapides. Alors on y va. Bon, l'idée est que la lumière a une vitesse et qu'elle n'est pas instantanée, ça date pas d'hier, évidemment. Déjà au XVIIe siècle, il y a eu des observations astronomiques, puis des mesures plus tard sur Terre. Oui, Euler-Romer, d'abord, avec les lunes de Jupiter, il a remarqué des décalages et il a eu l'intuition que la lumière mettait du temps à voyager. Et puis Fizeau, bien plus tard, au 19e, avec sa roue dentée et son miroir, il a mesuré ça sur Terre, quoi. Ça a montré que c'était une vitesse physique mesurable. D'accord, donc on savait qu'elle avait une vitesse finie. Mais c'est après que ça s'est corsé, c'est ça, hein? Exactement. Le vrai casse-tête, c'est arrivé vers la fin du 19e, avec l'expérience de Michelson et Morley. Eux, ils cherchaient l'éther, cette substance hypothétique qui devait remplir l'espace et permettre à la lumière de se propager. Un peu comme l'air pour le son. C'est ça l'idée. Donc ils se sont dit, si la Terre bouge dans cet éther, on devrait mesurer une différence dans la vitesse de la lumière, selon qu'on la mesure dans le sens du mouvement ou perpendiculairement. Un peu comme un nageur qui sent le courant. Et pour ça, ils ont utilisé un appareil super précis, l'interféromètre. C'est bien ça? Pour voir des différences même minuscules. Tout à fait. Un montage très ingénieux basé sur les interférences lumineuses. Et le résultat? Rien. Nada. Aucune différence de vitesse détectée. Peu importe la direction, peu importe le moment de l'année, la vitesse de la lumière restait la même. Ah ouais, carrément. Carrément, un échec total pour la théorie de l'éther. C'était incompréhensible à l'époque, mais c'est cet échec qui a tout changé. Et c'est là qu'arrive Einstein en 1905. C'est cet échec qui l'a inspiré. Audacieuse. Deux idées en fait, deux postulats. Qui sont? Premièrement, les lois de la physique sont les mêmes partout, pour tout le monde. Bon, ça va encore. Mais le deuxième, c'est que la vitesse de la lumière dans le vide, c, est constante, absolument constante, pour tous les observateurs, peu importe s'ils bougent ou pas, et comment ils bougent. Attends, constante pour tous. Même si je fonce vers la source lumineuse ou si je m'en éloigne. Ça change tout. Exactement. C'est ça la révolution. Si cette vitesse c doit rester la même pour toi qui es immobile et pour moi dans une fusée ultra rapide, alors ce ne sont plus la vitesse ou les distances qui sont absolues, c'est l'espace et le temps eux-mêmes qui doivent s'adapter. Ils deviennent relatifs, élastiques quoi. C'est l'espace et le temps qui se déforment. En quelque sorte, oui. Pour préserver cette constance de c, ton temps à toi ne s'écoule pas au même rythme que le mien si je bouge vite, et nos mesures de distance peuvent aussi être différentes. L'univers triche avec l'espace et le temps pour que c reste c. Il faut bien comprendre, ce n'est pas juste la vitesse des photons, de la lumière, c'est plus fondamental. C'est la vitesse maximale à laquelle une information, une interaction, une cause peut produire un effet dans l'univers. Les ondes gravitationnelles, par exemple, elles voyagent aussi à cette vitesse c. Ah d'accord, c'est la vitesse de la causalité en fait. C'est exactement ça. S'il n'y avait pas cette limite, on pourrait avoir des effets qui précèdent leur cause. Ce serait le chaos logique complet. C'est une règle fondamentale de la structure de l'espace-temps. Donc, ok, ce n'est pas une barrière pour les objets, mais une propriété de l'univers. Mais alors, l'analyse source va encore plus loin, et c'est là que ça devient vraiment étonnant. Notre propre rapport à cette vitesse. Oui, c'est le point clé, je trouve. L'idée, c'est que nous nous déplaçons tous, toi, moi, tout le monde, tout le temps, à cette vitesse fondamentale c. Pardon, comment ça? Je suis assis sur ma chaise, là. Je bouge pas à 300 000 km par seconde. Ah si, tu bouges, mais pas seulement dans l'espace. Tu te déplaces à travers l'espace-temps, cette entité unique à 4 dimensions. Les 3 de l'espace plus le temps. Et ta vitesse totale à travers cet espace-temps est toujours égale à c. Toujours. Mais comment? Imagine que tu as un budget de vitesse fixe égal à c. Tu ne peux que choisir comment tu le répartis entre le mouvement dans l'espace et le mouvement
dans le temps. Quand tu es immobile dans l'espace, comme là sur ta chaise, tu utilises 100% de ton budget pour te déplacer. Dans la dimension temporelle, ton horloge biologique, ta montre, tout avance au rythme maximal possible. Mhm. Mais si tu commences à te déplacer dans l'espace, dans une voiture, une fusée, tu dois payer cette vitesse spatiale en puisant dans ton budget total. Du coup, il te reste moins de vitesse disponible pour avancer dans le temps. Ta progression temporelle ralentit par rapport à quelqu'un resté immobile. C'est la fameuse dilatation du temps. Ah d'accord, ouais, je vois le lien. Et à l'extrême, un photon qui va à la vitesse c dans l'espace, il utilise 100% de son budget pour ça. Il ne lui reste plus rien pour se déplacer dans le temps. Donc pour un photon, le temps ne s'écoule pas. Exactement. De son point de vue, il est émis et absorbé instantanément, même s'il traverse l'univers. Le temps n'existe pas pour lui. C'est vertigineux comme idée. Ça voudrait dire que l'immobilité totale, genre 0 km/h dans l'espace et 0 km/h dans le temps, c'est impossible. Précisément. Être totalement immobile dans l'espace-temps, ça signifierait ne pas avancer dans le temps, ne pas exister finalement. Le mouvement à travers l'espace-temps, à cette vitesse c, c'est la condition même de notre existence. On est condamné à bouger. Donc pour résumer, cette vitesse de la lumière, c'est moins une limite de vitesse au sens classique qu'un rythme fondamental, le tempo de l'univers si tu veux. C'est la vitesse à laquelle nous voyageons tous constamment dans l'espace-temps. C'est une perspective assez folle quand on y pense, hein. Oui, ça change la vision des choses. Ça amène une dernière réflexion, peut-être un peu provocatrice. Si on voyage tous inexorablement à cette vitesse c dans l'espace-temps, la seule vraie liberté qu'on a, c'est peut-être de choisir la direction de ce voyage. Comment on répartit ce budget de vitesse c? Est-ce qu'on privilégie l'avancée dans le temps, en restant relativement immobile dans l'espace, ou est-ce qu'on choisit de convertir une partie de ce flux temporel en mouvement spatial, pour explorer? Ça pose la question de la nature de notre propre voyage cosmique, finalement. Une question à méditer.